Le monde de la construction, c'est pas un monde réservé aux hommes, mais vraiment pas. Et c'est juste un monde réservé aux gens qui aiment construire ou rénover, c'est tout. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphanie Gérifaut et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Parpaing et Sac à main, le podcast qui met en lumière des femmes ayant des métiers atypiques ou plus classiques dans un secteur parfois jugé très traditionnel, le bâtiment. Au détour de conversations, découvrez avec moi leur quotidien en tant que femmes, chefs d'entreprise ou salariés, leur parcours, leur vision du secteur, leurs challenges, leurs doutes et leurs réussites. Stop! Découvrons sans plus attendre cette nouvelle conversation de Parpaing et Sac à main. Aujourd'hui, nous recevons Raphaëlle Guittard, actuellement maçonne. Maçonne en rénovation de patrimoine pour une société toulousaine spécialisée dans la restauration de bâtiments anciens. Cette jeune femme d'une trentaine d'années a pour le moins un parcours totalement atypique et qui m'a clairement impressionnée car Raphaëlle a notamment dans ses bagages un diplôme d'ingénieur obtenu à l'INSA de Toulouse. Ce que j'ai apprécié dans cette conversation, c'est ce discours d'une femme qui cherche à évoluer, qui cherche à donner du sens dans ce qui est pour elle le bâtiment. Malgré un parcours qui pourrait être plus ou moins tracé dans la conduite de travaux, eh bien, elle choisit, et je reprends ses propos, de remonter la rivière à contre-courant. Oui, tout n'est pas rose, elle nous le dit, elle nous parle aussi de ces questions actuelles, qui sont probablement peut-être aussi les questions que peuvent se poser les femmes de sa génération. Allez, je n'en dis pas plus et je laisse place à cette nouvelle conversation. Bonjour Raphaëlle. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous accueillir. Merci de m'accueillir. Je suis très contente de faire cette interview avec vous. Eh bien, pour démarrer, pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter en une petite phrase ? Alors, je m'appelle Raphaëlle, j'ai bientôt 32 ans et aujourd'hui, je suis maçonne dans une entreprise qui fait essentiellement de la rénovation de patrimoine. Alors, on va le faire un petit peu à l'envers et avant de parler de votre métier, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir, de comprendre davantage votre parcours, ce qui vous a amené à devenir maçonne depuis un an et demi, après avoir réalisé un diplôme d'ingénieur en génie civil à l'INSA de Toulouse. Alors dites-nous tout, pourquoi en fait ce parcours très atypique ? Alors je vais commencer dès l'INSA, on va partir là-dessus. Donc j'ai fait 5 ans d'études en école d'ingé à Toulouse et à la suite de ça, j'ai travaillé donc 3 ans chez un promoteur immobilier où alors on faisait des travaux de construction neuve dans des grandes villes ou en périphérie de grandes villes qui étaient donc Toulouse, Bordeaux et Paris. Donc après avoir travaillé presque 3 ans pour ce promoteur, c'est pas que j'en ai eu un petit peu marre, mais c'est que j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour de la question de la construction neuve. D'accord. Donc après ces 3 années, j'ai quand même appris plein de choses, mais donc après ces 3 années, j'ai décidé d'arrêter de faire ce métier et de chercher à faire quelque chose qui me correspondait peut-être un peu plus. Et donc, je suis passée par différentes phases. La première, c'est qu'après, j'ai travaillé chez un architecte pendant 6 mois. Ça s'est bien passé, mais c'était pas ça que je voulais faire non plus. Ouais. Donc ça, en tout cas, c'était pas votre vision de la construction du bâtiment en tant que tel. C'est ça. Voilà. Moi, je voulais pas construire ça. Donc, à partir de là, la question s'est pas posée non plus très longtemps. J'ai décidé d'arrêter d'être dans la construction si c'était pour faire avec ce mode constructif-là. Okay. Alors, j'ai réussi à trouver une formation qui s'appelait formation d'ouvrier professionnel en éco-construction. D'accord. Et donc là, ça me donnait l'équivalent d'un CAP et j'ai appris avec 12 autres personnes qui arrivaient d'horizons complètement différents. Donc je présume, ouais. Oui, il y avait des infirmiers, des commerciaux, des serveurs, quelqu'un qui allait partir à la retraite, qui avait réussi à rentrer dans la formation. Alors, donc c'est une formation qui est financée en partie par la région. Okay. Donc c'est pour les gens qui sont sans emploi et qui doivent retrouver un travail derrière. Ok. Ou des reconversions peut-être. Et oui, voilà, ou une reconversion professionnelle. Ouais. Donc c'était des gens d'horizons complètement différents qui finalement apportent un œil assez neuf en fait sur la construction et qui posent des questions très basiques et qui du coup on revient aux bases. Ouais, ok. Et donc là on a étudié des modes constructifs qui étaient différents. Et alors moi j'ai tout revu depuis le début, c'est-à-dire que en fait je me suis reposé des questions que je m'étais pas posées en première année d'école d'ingé, parce que même en première année d'école d'ingé on nous formate pour construire vite, pour faire du béton, pour mettre des aciers dans du béton. Par exemple moi pendant mes 5 ans d'études à l'INSA de Toulouse, on m'a jamais parlé d'un mode constructif en terre crue. Okay. Alors que là dans mon
dans mon cursus qui a duré même pas 1 an d'ouvrier professionnel en éco-construction, j'ai fait que ça, de la terre crue, du bois, de la paille, un peu de terre cuite, pas mal de chaux, et ça c'était super. Peut-être qu'au niveau de l'enseignement, et notamment à l'INSA ou d'autres écoles, est-ce que c'est pas aussi des choses qui sont en train d'évoluer sur d'autres modes de construction, une autre façon de penser la construction? Oui, je crois en savoir qu'à l'INSA, alors peut-être pas l'INSA de Toulouse, mais l'INSA de Strasbourg, il y a des modules qui s'appellent des modules d'ouverture, qui sont construction en terre crue, rénovation du bâti en pierre, ou des choses comme ça. J'ai l'impression que ça reste encore pas mal marginal. Donc effectivement, je pense que ça évolue, oui. Après, je regrette un peu que ça soit pas arrivé plus tôt parce que, mine de rien, les constructions en terre crue, ça existe depuis plus de 400 ans quand même. Donc, et le savoir-faire est là et depuis longtemps. Mais alors, du coup, à l'origine, qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer à l'INSA et de faire une école d'ingénieur? Vous aviez déjà un environnement autour de vous qui vous a poussé un peu sur ce credo-là ou pas du tout? Non, pas du tout. Quand j'étais au collège, je me rappelle que en 3e, je crois, je savais à peu près bien faire les fractions. Et du coup, on m'a dit que j'allais partir en S. Mais alors S, moi, je savais même pas ce que ça voulait dire. Et donc au lycée, je suis partie en S. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvée en terminale S. Et j'ai passé un bac S scientifique. Alors moi, au début, j'avais envie de faire une école d'architecture, mais vraiment sans grande conviction. Alors vraiment, au tout début, je voulais faire architecte d'intérieur ou décoratrice d'intérieur parce que je trouvais ça super de mettre de la déco dans mes chambres. Voilà, donc ça n'a aujourd'hui rien à voir avec le métier que je fais. Donc voilà, je suis partie un peu par hasard. Je pense que c'est quand même pas vraiment moi qui ai décidé, mais plus mon entourage familial qui a eu l'impression de me mettre dans un futur poste sécurisé en me faisant suivre une école d'ingénieurs qui, je pense aujourd'hui, est quand même un petit peu réputée parce qu'il y en a 5 en France et que elles sont connues pour être des bonnes écoles. Donc voilà, donc c'est quand même pas trop moi qui ai décidé, mais je regrette pas le parcours. Après, c'est très difficile quand on est au lycée de savoir ce que l'on va faire de sa vie, à moins d'avoir des convictions profondes. Exactement. Mais ça, on le sait déjà d'entrée et dès le début, mais ce qui est assez rare en fait. Oui, et c'est dommage parce que c'est le moment où on pourrait choisir de faire ce qu'on veut parce qu'on part de rien et qu'on n'est pas rentré dans une branche. Et en fait, c'est là où on sait pas du tout ce qu'on doit faire. Oui, on a encore un conditionnement scolaire qui fait qu'on est à un moment donné obligé d'aller très très vite et de choisir. En gros, on sera littéraire, on sera scientifique ou on sera école de commerce ou autre quoi. C'est ça, exactement. Pour terminer sur donc cette formation, d'abord c'était plutôt le côté éco-construction. Oui. Donc c'était vraiment Donc après, il y a un autre aspect de ma vie privée, mais je me sens surtout concernée par l'écologie. Oui. Et donc là, la formation correspondait mais vraiment à 100% à mes valeurs. Alors moi, ça a été une ouverture sur le monde et un éveil, moi je vais dire culturel, parce que du coup, même le week-end, je lisais des livres sur la construction en paille. J'ai lu les normes allemandes de la construction en terre crue. Moi, je me suis éclatée, vraiment. Et donc, à la suite de ça, j'ai voulu apprendre à être maçonne dans la construction écologique et j'ai trouvé un emploi de maçonnerie dans la rénovation patrimoniale. Donc là, c'est encore un petit peu différent, mais ça correspond tout à fait à ce que je cherchais. Quand vous avez commencé à démarrer dans ce métier, quelle a été la réaction de vos collègues de vous voir arriver comme ça? Alors, mes collègues de travail actuels? Oui, dans votre premier poste de maçonnerie. Je pense qu'ils ont été assez étonnés. Alors, il y en a quand même des filles dans la maçonnerie, c'est-à-dire que notre entreprise a accueilli aussi une autre femme pendant un certain temps. D'accord. Bon, il s'avère pour d'autres raisons, cette femme est partie. Mm-hmm. Mais dans mon entreprise, il y a la vocation d'accueillir de plus en plus de femmes. Bon, les collègues, des fois, nous regardent d'un œil un peu curieux, je dirais, à se demander qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on va pas vers un métier qui pourrait être de ce que eux jugeraient plus confortable. Ouais. Parce que en plus de ça, moi, je pourrais faire un autre métier si je voudrais, mais j'ai choisi la maçonnerie. Alors ça, c'est vrai que des fois, c'est pas compris. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas compris et par vos collègues, mais peut-être aussi par l'entourage, non? Oui, alors les amis que j'ai rencontrés quand j'étais dans mon école d'ingénieur, bon, il y en a certaines qui ont compris, il y en a certaines qui ont trouvé ça étrange, mais globalement, ça allait. Globalement, j'ai été soutenue du côté amical, je vais dire, mais bon, après, au niveau familial, ça a été un peu plus compliqué, parce que j'ai remonté la rivière à contre-courant. C'est-à-dire que je suis passée d'un poste où j'étais maître d'ouvrage, donc c'est-à-dire que je commandais les chantiers depuis mon bureau, à un poste où j'ai été maître d'œuvre, donc je faisais l'organisation des chantiers entre le bureau et le chantier, à un poste aujourd'hui où je suis maçon. Et moi, ça me fait bizarre, moi, des fois, aux réunions de chantier, je vois les architectes, les conducteurs de travaux
et les clients qui discutent en réunion de chantier, et moi je suis à côté et je suis maçon. Alors j'ai fait ça avant, mais j'ai pas le droit de participer à la réunion, quoi. Oui, bien sûr. Et là, en tout cas, à l'heure actuelle, tout ce que vous avez pu apprendre dans cette deuxième partie, alors je vais pas dire deuxième partie de vie parce que vous êtes toute jeune, mais justement, je pense que c'est un vrai reflet aussi de l'évolution du travail, qui est qu'à un moment donné, on se doit aussi trouver ce qui donne du sens à son métier, et que probablement, dans quelques années, ça sera peut-être un métier encore différent, peut-être que vous allez pratiquer, et qui sera encore plus en adéquation avec les valeurs et votre vision du monde, de la construction et du bâtiment, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quand même une vraie conviction aussi autour de ce qui est pour vous, en tout cas, la notion de bâtiment, la construction. Alors, vous me parliez précédemment, hors interview, que vous étiez plutôt à essayer de pousser plutôt la rénovation, et notamment, c'est ce que vous faites aussi à travers ce métier-là, que de construire à tout prix. Alors, bien entendu, on aura toujours besoin de logements, je pense, et qu'il faudra quand même construire du neuf. Mais voilà, de ce que je comprends, votre vocation, elle est aussi à rénover, à travailler l'ancien. Oui, c'est ça. Déjà, effectivement, je trouve ça plus logique aujourd'hui de prendre quelque chose qui existe déjà, enfin de prendre un bâtiment en l'état et de le rénover, plutôt que de construire du neuf. Alors, dans certains cas, le bâtiment peut être, moi ça m'est pas arrivé encore, mais vraiment trop en ruine pour que, au bout d'un moment, je pense qu'il faille se dire que c'est pas possible et qu'il faut démolir et reconstruire quelque chose de tout nouveau à côté. Ouais. Ça rentre pas. Enfin, moi, je suis jamais tombée sur ce cas-là, mais donc oui, c'est vrai que je trouve ça plus logique parce qu'aujourd'hui, il y a trop de constructions neuves. Alors après, c'est sûr, on est quand même de plus en plus sur la terre, et concernant le logement, on va avoir besoin de plus en plus de construction. De logement. Oui. Alors moi, ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est déjà en quoi consiste votre métier et quelle est la différence en fait entre de la maçonnerie dans la restauration de bâtiments et la maçonnerie dite classique. Quelles sont un peu les différences par rapport à ces deux métiers? Alors la maçonnerie conventionnelle de construction neuve, on part de rien, ou on est sur un terrain nu. Enfin moi, je vais prendre le cas d'une maison par exemple, et on construit une maison depuis les fondations jusqu'à la toiture, la pose des fenêtres, etc. Bon, le maçon fait juste la maçonnerie. Mais donc, on coule du béton, on utilise des techniques qui aujourd'hui sont normées par des normes qui s'appellent des DTU, des règles professionnelles. Et donc, tout est très carré, il y a une cadence à suivre. Et en plus, dans le cas d'une construction neuve, il y a beaucoup d'interactions avec d'autres entreprises. C'est-à-dire que après le maçon peut passer, le plombier et le maçon, par exemple, doivent discuter au moment du coulage d'une dalle parce que le plombier doit laisser en attente des tuyaux pour l'évacuation des toilettes, par exemple. Donc voilà, donc il y a tout ça. Oui, alors, il faut coordonner tous les corps de métier pour que justement, et c'est bien ça le plus compliqué. Oh oui, oui. Mais ça, je le laisse au conducteur de travaux. Alors que la rénovation patrimoniale, c'est complètement différent. Alors, on est souvent sur des façades ou des monuments qui sont classés aux ABF, donc aux architectes des bâtiments de France, qui sont classés monuments historiques, ce qu'on appelle MH dans les métiers, entre guillemets. Donc, c'est souvent... Du coup, c'est très surveillé, alors? Oui. Là, par exemple, la semaine dernière, j'étais sur un chantier en plein centre de Toulouse et on avait 2 architectes de la mairie de Toulouse, une architecte des ABF, donc des architectes des bâtiments de France, qui devaient choisir la couleur de la façade qu'on refaisait, et ils n'étaient pas d'accord. Et on avait le propriétaire de l'immeuble avec un permis de construire qui avait été déposé pour juste la façade. Il était sous-entendu que les fenêtres de cette façade devaient rester en PVC et devaient rester blanches et devaient pas être changées. Et alors, la dame des ABF a décidé que les fenêtres seraient soit changées, soit repeintes, mais qu'il était hors de question de les laisser blanches. Et alors ça, que ce soit le propriétaire, que ce soit l'entreprise, que ce soit les autres architectes, ou même l'architecte en charge du projet, parce que là, il y avait 3 personnes, les ABF, la mairie et l'architecte. Et ben là, nous, on peut pas décider, ni le propriétaire ne peut décider, c'est les architectes et bâtiments de France qui décident pour la conservation du patrimoine. Bon, ils ont souvent raison, quand même, de faire des choix qui soient drastiques, mais c'est quand même pour le bien fondé du bâtiment. Parce que là, je vous parle d'un bâtiment d'habitation, mais on rénove aussi essentiellement des églises, des fois des halles de marché qui dateraient du, 13e, 14e ou 15e siècle. Et donc, dans la rénovation patrimoniale, on travaille essentiellement la pierre. Bon, alors ici, la terre cuite, un peu la terre crue, et on travaille tout ça à la chaux, c'est-à-dire qu'il y a très peu de ciment, par exemple. D'accord. Très peu de ciment. Moi, ça fait 1 an et demi que je travaille dans la maçonnerie. J'ai pas vu une seule toupie béton arriver sur
sur mon chantier. Ça peut nous arriver de faire un tout petit peu de béton, mais c'est pour reboucher un trou, quelque chose comme ça. Okay. Et donc, c'est quelque chose où on défait, on enlève un petit peu dans une façade quelque chose qui serait cassé et on le rebâtit. On essaye le plus possible à l'identique pour conserver l'aspect originel du bâtiment. Ouais, ok. Vous participez en fait à l'histoire aussi du bâtiment et à perpétuer cette histoire-là. Oui. Et souvent, soit les architectes, soit dans les petites villes, c'est le maire qui vient nous voir, nous explique l'histoire du bâtiment. Et alors ça, c'est super intéressant. On croise toujours une personne, c'est différent en fonction des projets, qui est assez passionnée et qui vous explique tout ce que le bâtiment a vécu, les rénovations successives. Alors même nous, des fois, on les voit lors de la déconstruction de certains éléments. On voit des traces d'anciennes constructions. Par exemple, là, on avait démoli un morceau de charpente sur une église. On pensait qu'elle était d'origine et on s'est aperçu qu'en fait non, elle avait été rajoutée après coup. D'accord. Donc on apprend un petit peu à connaître un peu plus le bâtiment, mine de rien. Donc vous parliez de chaux, oui. Mais alors du coup, est-ce que c'est un métier qui est physique ou pas tant que ça, ou en fait il faut nettoyer des petites pierres, ou ça va quand même, je présume que de temps en temps il faut aussi bouger des blocs, il faut bouger de la pierre, donc des charges plutôt assez lourdes. Oui. Est-ce que c'est un métier qui peut être destiné aux femmes ou ça reste quand même un métier assez difficile et physique ? Alors ça reste quelque chose de physique parce que ça reste de la maçonnerie. Alors déjà dans la maçonnerie, que ce soit dans la construction neuve ou dans la rénovation de maisons qui soient contemporaines ou dans la rénovation de maisons ou bâtiments patrimoniaux, il y a souvent, voire très très souvent, de la démolition. Donc là c'est du marteau-piqueur, une pelle, des brouettes et on va les mettre dans la benne. Et donc ça par exemple c'est physique, clairement. Ouais, donc ça fait quand même partie de votre travail régulièrement. Ça fait partie du métier. Et c'est très souvent là. Il faut pas s'imaginer que on va faire que de l'art ou qu'on va faire que des petits joints entre briques. Et les sacs de chaux pèsent le même poids que les sacs de ciment, 35 kilos. Ouais. Donc, il faut les porter, c'est le même combat, hein. C'est pareil. Ouais, bien sûr. En plus, nous, on fait tous nos mortiers à la bétonnière, essentiellement. Donc, pas à la toupie béton. Donc, c'est encore plus dur, je pense. Mais on s'y fait. Enfin, petit à petit, on s'y fait. C'est juste le corps qui se forme. Et puis voilà. Mais c'est vrai que il faut pas s'imaginer que c'est plus facile que la construction conventionnelle. Après, il y a des moyens qui sont mis en place. Je viens d'apprendre qu'il y avait des sacs de chaux qui sont passés de 35 à 25 kilos pour que les femmes puissent les porter. Les femmes ou peut-être les personnes qui sont moins même les hommes, parce que je pense que leur dos peut c'est ça, c'est éventuellement ça, les remercier. Voilà, il y en a, mine de rien, il y en a quand même plein de collaborateurs dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Je vois qu'ils sont fatigués. Il y a quand même des mœurs où c'est super bien vu de porter un sac à 35 kilos. On me répète tout le temps, oui, à l'époque, les sacs, ils pesaient 50 kilos. On en mettait un sur chaque épaule. Mais je pense que le jour où les sacs à 25 kilos seront vraiment répandus et plus utilisés, ce seront les premiers contents, quand même. Enfin, j'espère. Oui. Après, il y a sûrement aussi, au niveau du secteur et des fabricants, à revoir aussi les conditionnements des sacs. C'est pas si simple que ça, parce que j'ai souvenir d'une ancienne vie où on parlait de sacs beaucoup plus légers, sauf qu'ils n'étaient pas toujours acceptés en fait sur le terrain, parce que c'est tellement plus facile en fait de prendre plutôt 2 fois 2 sacs de 35 et de les monter. On gagne du temps que 2 sacs de 25 ou voire moins, parce que voilà, en termes de rendement, en tout cas les personnes des fois. Après, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, je trouve, c'est le fait que les maçons trouvent ça plus rapide de pouvoir porter 2 sacs de 35 kilos plutôt que de devoir faire 2 allers-retours avec 4 sacs de 25 kilos. Donc 2 fois 2 sacs plus petits. Moi, c'est vraiment la problématique que je rencontre aujourd'hui parce que, par exemple, il y a plein d'échafaudages où il y a des systèmes de levage qui existent, par exemple des poulies, et par manque de temps, on les met pas en place parce que voilà, faut faire vite, faut y aller. Et je pense que les maçons, ils sont peut-être moins impactés par le port de charge que moi, quand même. Et donc eux, ça les marque pas trop. Alors que s'il y avait, par exemple, un chantier avec que des femmes, la première chose qui serait installée sur le chantier, ce serait la poulie. Alors que aujourd'hui, c'est installé à, je sais pas, un avancement de 30% du chantier souvent. Où on se dit, là, vraiment, faut qu'on mette la poulie. Donc, étant une femme dans la maçonnerie, c'est quand même important de prendre le temps en amont de faire un peu plus de préparation pour que la manutention soit plus facilitée. Mais après, je suis vraiment persuadée qu'une femme peut très bien faire un chantier toute seule ou qu'entre femmes. C'est juste qu'il faut trouver des moyens pour s'adapter, pour mieux gérer la charge lourde. En amont du chantier, c'est quelque chose qui se réfléchit, qui s'organise et qui se met en place sur les chantiers. Raphaël, du coup, quelles sont vos plus grandes fiertés donc, sur votre parcours, que ce
ce soit aussi hors parcours professionnel, mais sur des points sur lesquels vous êtes plutôt fiers de ce que vous avez pu réaliser? Je pense que c'est d'être arrivée là, parce que et il m'a fallu vraiment passer pas mal de tempêtes pour être au calme aujourd'hui, pour l'instant dans ma tête, d'être en accord un peu plus avec ce que je veux faire aujourd'hui. Et c'est de pas avoir lâché, surtout. Parce qu'il y a plein de fois où je me suis dit, j'arrête et je fais un métier standard et puis je me pose plus de questions. Mais en fait, j'ai pas lâché, j'ai jamais lâché. Aujourd'hui, je suis à un endroit, je suis clairement pas au bout de ma réflexion parce que le métier que je fais aujourd'hui me correspond toujours pas à 100%, mais je suis sur la bonne voie. Et ça, c'est plus que de la fierté. Je suis juste très, très contente d'être arrivée jusqu'à là, pour l'instant. Et puis, j'avais lu aussi dans votre parcours, l'association étudiante pour laquelle vous étiez présidente à l'INSA et vous avez pu rénover un orphelinat en Inde. Oui. Bravo. Merci. Par le biais, en fait, de l'INSA, d'avoir pu aussi faire cette opération. C'était la première découverte de la construction parce que c'était le premier stage qu'on doit faire quand on est en école d'ingénieur, qui s'appelle le stage ouvrier. Et tandis que j'ai plein de copines qui l'ont fait dans des grandes boîtes de TP, de travaux publics, de routes, de construction d'immeubles. Alors, à l'époque, c'était considéré comme le bon filon parce que c'était partir à l'étranger. Bon, il y a quand même un investissement sur toute une année ouais, bien sûr. Pour trouver des fonds. J'en ai vendu des gâteaux pour réussir à récolter 1 euro par-ci par-là. Et donc, on est allé en Inde, effectivement, encore une fois, rénover un orphelinat déjà existant pour des orphelins indiens, garçons et filles. Ouais, donc il y avait quand même une souche et une vocation aussi sur ce côté rénovation qui était déjà assez présent. Oui, parce qu'au début, je le savais peut-être pas, mais c'était déjà là. Alors, je sais pas si on peut parler de conseils, mais en tout cas, qu'est-ce que vous pourriez dire à des jeunes femmes qui souhaiteraient découvrir, bien entendu, les métiers de la maçonnerie, mais du milieu du bâtiment de manière globale? Fuyez ou venez? Non, venez. venez. Non, la porte est grande ouverte. En tout cas, je l'espère. Mais on a d'ailleurs eu une stagiaire il y a 15 jours, femme, sur chantier, et qui a visiblement nous a fait, elle, de très bons retours. Donc, c'est que ça s'ouvre un peu ce milieu. Non, mais je pense qu'il faut pas se décourager. Il y a encore plein de gens qui vont essayer de remarquer une différence entre les hommes et les femmes sur chantier. Mais il y en a plein d'autres aussi qui vont accueillir la personne qui arrive, que ce soit une femme ou un homme, et qui sont prêts à transmettre leur savoir. Et faut aller au-dessus. Faut casser les premières barrières pour aller voir derrière, parce que le monde de la construction, c'est pas un monde réservé aux hommes, mais vraiment pas. Et c'est juste un monde réservé aux gens qui aiment construire ou rénover. Moi, je pense qu'il faut vraiment y aller. C'est tout. Bon. Et dernière question, donc par rapport à tout ce qu'on a évoqué dans ce milieu du bâtiment, de la construction, est-ce qu'il y a des questions encore que vous pouvez vous poser? Alors, je parle pas que de la partie technique, mais sur l'évolution du secteur, sur la construction de manière globale. Quelle est, en complément, votre vision en tant que jeune femme, peut-être future maman aussi, de ce monde-là? Moi, je suis sur l'année de mes 32 ans, donc je pense qu'un jour ou l'autre, et ça va pas non plus trop tarder, je vais être maman. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me demande vraiment, et j'y pense souvent, je me demande vraiment comment est-ce que je pourrais allier une éventuelle future grossesse avec le métier de maçon, parce que moi, aujourd'hui, je vois que j'ai l'impression que c'est pas compatible. Par le côté physique ou par le côté peut-être des matériaux Les deux, parce que par exemple sur le côté physique, alors pas seulement la fatigue, mais par exemple moi quand je porte un sac de chaux à 35 kilos et que je le porte toute seule, soit je trouve une combi, je le mets dans une brouette et je l'amène du point A au point B, soit il y a pas de brouette sur mon chantier, faut se débrouiller, donc moi je le mets sur le ventre par exemple, et je me mets un grand coup de 35 kilos sur le ventre. Donc il y a ça, et voilà, moi je me demande encore aujourd'hui comment allier, alors même pas grossesse, mais même vie de famille, donc vie de maman, et métier de maçonnerie. En tout cas, les questions que vous vous posez sont probablement des questions très légitimes et que d'autres femmes peuvent se poser, et d'autres femmes de votre génération. C'est pour ça que je trouvais qu'effectivement, notre échange, en tout cas, pouvait être intéressant. En tout cas, moi, je l'ai trouvé très intéressant et je vous en remercie, Raphaël, vraiment. Merci à vous. Alors, pour finir sur une note d'humour, je vous propose du coup de passer à mes questions pour un parpaing. Allez, je démarre. Batman ou Joker? Joker. Rap ou pop? Les deux, ça marche les deux? Ça peut marcher. Bon, ça marche les deux. L'argent ou le bonheur? Le bonheur. Bon, je pense qu'on l'a plutôt bien compris. Utopiste ou réaliste? Utopiste. TikTok ou Instagram? Rien, du tout. Du tout. Oui, j'ai bien senti après que c'est...
Rassembler ou ressembler? Rassembler. Sushi ou pizza? Les deux. Non, pizza, parce que je mange plus de poisson. Sucré ou salé? Salé. Terre ou mer? Terre. Foot ou rugby? Rugby. Et là, c'était un petit clin d'œil, justement. Le passage, alors je sais plus, en équipe... Oui, j'ai fait du rugby pendant 7 ans, dans une équipe de rugby à 13 toulousaines. Et on a été, pendant ces 16 années, 2 fois championne de France. Au niveau d'élite 1, c'est un assez bon niveau français. Voilà. D'accord. Mais j'ai appris qu'elles ont été encore championnes de France les années qui ont suivi. Bien, on les félicite alors. On les félicite. Bon, nous avons explosé notre timing, mais moi j'ai vraiment apprécié en tout cas cet échange. Et merci beaucoup en tout cas de m'avoir accordé ce temps, Raphaël. Merci à vous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci, mais j'espère. Il n'y a pas de raison. Tout d'abord, un grand merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et du coup d'apprécier la thématique générale abordée par Parpaing et Sac à Main. Je le rappelle, si cette conversation et le sujet vous ont plu, alors n'hésitez pas à en parler, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et puis peut-être que ça peut inspirer des jeunes ou des moins jeunes, et là j'avoue que ça serait vraiment le Graal. Si vous n'êtes pas abonné, c'est très très simple, il suffit de vous rendre sur une des plateformes de diffusion, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, etc. Bon alors déjà, je sais qu'il y a un petit peu de monde derrière qui écoute, alors du coup ça m'encourage. Et puis au moins vous êtes sûr de ne pas rater le prochain épisode. Pour info, les épisodes sont diffusés à 7h du mat les 2e et 4e jeudis du mois. Bon, mais après, clairement, vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Vous avez en tête une personne qui correspond tout à fait au thème et aux valeurs Parpaing et Sac à Main, alors n'hésitez pas à me contacter, bien entendu sur ma page perso LinkedIn Stéphanie Gérifaut ou sur les réseaux sociaux et au site web de ma page pro Digibat ou digibat.fr. J'adore les feedbacks, j'adore les retours, les conseils, alors n'hésitez pas. En tout cas, tout est bon pour moi pour progresser, donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires. Allez, je compte sur vous et à très vite, merci.